Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des types trophiques des micro-organismes. Alors c'est un travail qui vous permettra de comprendre certaines techniques de laboratoire, par exemple comment est-ce qu'on arrive à identifier le genre et l'espèce d'une bactérie. Ça vous permettra de comprendre aussi certains process industriels qui utilisent des micro-organismes, par exemple la transformation d'aliments par des micro-organismes. Ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses aussi en environnement, notamment sur la dépollution des sols. On reviendra dessus dans un support plus tard. Sur l'épuration des eaux, on en a parlé déjà au niveau de la station d'épuration, et on voit que le cycle de l'azote, c'est bien du métabolisme. Et on avait compris aussi que l'on pouvait transformer un déchet, le lisier de porc par exemple, au niveau d'un fermenteur avec des micro-organismes, et que ces micro-organismes vont, en digérant, libérer du méthane. Et ce méthane permet de faire de la chaleur ou de l'électricité. Et puis en plus, on récupère de l'engrais pour faire de l'amendement de sol. Donc on part d'un déchet et au final, on obtient euh, une énergie renouvelable. Alors ici, on a aussi des micro-organismes qui sont capables de traiter l'air. On verra plus tard que dans la presqu'île de Crozon, il y a une usine de déchets fermentescibles qui fait du compost, et seulement quand on fait ce compost, il y a une libération de gaz soufrés. Et ces gaz soufrés, avant d'être libérés dans l'atmosphère, vont passer au travers d'une cheminée. Dans cette cheminée, il y aura des écorces de bois sur lesquelles il y a des micro-organismes, et il se trouve que ces micro-organismes consomment ces gaz soufrés. Donc dans l'air, en fait, on ne retrouvera pas ces gaz soufrés. Donc on voit qu'on a une dépollution liée aux micro-organismes. Et pour bien comprendre tout ça, il faut faire un petit effort, c'est-à-dire aller comprendre un petit peu le métabolisme de ces micro-organismes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait quelques bases sur le métabolisme. Je vous en ai donné en S1 en physio, vous avez peut-être tout oublié. Alors dans ce cas, je vous conseille d'aller regarder ce lien qui dure quelques minutes et qui est extrêmement bien fait, qui vous remettra tout ce qu'il faut en tête. Bien, donc reposons les choses. Un organisme, pour qu'il se multiplie, il lui faut quoi? Eh bien, il lui faut des substances qui lui apporteront du carbone, de l'azote, du phosphore. Il lui faut aussi, au niveau des micro-organismes, il leur faut des facteurs de croissance, c'est un peu leurs vitamines. Il faut aussi, bien sûr, un milieu physico-chimique qui leur convienne, température, pH, quantité d'oxygène, humidité, etc. Donc, lorsque nos micro-organismes sont dans de bonnes conditions, ils vont pouvoir réaliser leur catabolisme, produire de l'ATP. Cet ATP sera utilisé pour faire de l'anabolisme, donc pour synthétiser des molécules. Et donc nos micro-organismes qui font du métabolisme libèrent des déchets. Donc j'ai mis des guillemets parce que ce ne sont pas des déchets ultimes en général. Ils vont libérer par exemple les cyanobactéries de l'oxygène. Donc si ces micro-organismes libèrent de l'oxygène, et vu que vous respirez tous les jours, vous comprenez que c'est fort utile. Des nitrates, extrêmement utiles pour le développement des plantes. Ici, j'ai cité des acides et des alcools parce que, vous voyez, par exemple, les procédés industriels, ça peut être très intéressant d'avoir la présence de micro-organismes qui sont capables de générer des acides ou des alcools. Alors maintenant, je voudrais classer les micro-organismes par famille, des familles de métabolisme. Qui est capable de dégrader quoi? Et donc, on va parler de type trophique. Pour ça, je vais prendre trois paramètres. Je vais prendre le carbone, la source de carbone. Je vais prendre la source d'énergie de mon métabolisme pour chaque micro-organisme, et je vais prendre quelle est la source d'électrons pour permettre le métabolisme de notre micro-organisme. Un micro-organisme qui est capable de capter du CO2, ou un macro-organisme aussi, hein, eh bien, on va dire que c'est un autotrophe. À l'inverse, un organisme qui va, pour construire des molécules, non pas capter du CO2, mais utiliser des molécules plus complexes, comme par exemple le glucose, on va dire que c'est un hétérotrophe. Pour ce qui est de l'énergie, un organisme qui trouve son énergie dans les photons, ça sera ce qu'on appellera un phototrophe. Un organisme qui, lui, va trouver son énergie, par exemple, dans du glucose, eh bien, ce sera un chimiotrophe. Un organisme qui trouve ses électrons dans la matière minérale, c'est le cas par exemple des plantes qui vont trouver leurs électrons pour faire fonctionner leur métabolisme dans l'eau,
Et puis des micro-organismes qui peuvent par exemple trouver soit dans l'eau, soit dans H2S. Vu que ce sont des matières minérales, on va dire que ce sont des lithotrophes. Quand vous avez des organismes qui trouvent leurs électrons dans des matières organiques, comme par exemple le glucose, on va dire que ce sont des organotrophes. Donc si on s'intéresse à un micro-organisme qui capte son carbone dans le glucose, c'est un hétérotrophe. Si il capte son énergie dans du glucose à nouveau, on va dire que c'est un chimiotrophe. Et puis si il trouve ses électrons dans ce même glucose, eh bien on va dire que c'est un organotrophe. Donc selon ces trois critères, on va pouvoir dresser des types, des profils trophiques. Alors, intéressons-nous à la production d'ATP. Plusieurs manières pour produire de l'ATP et donc plusieurs profils de micro-organismes pour produire cet ATP. Des micro-organismes capables de photosynthèse, des micro-organismes pas capables de fermentation et des micro-organismes capables de faire des chaînes respiratoires, donc de respirer. Commençons par des organismes qui trouvent leur énergie dans des molécules. Donc on a dit que ce sont des chimiotrophes puisqu'ils trouvent leur énergie dans des molécules. Ils vont utiliser ces molécules dans des réactions d'oxydoréduction et ils vont faire l'ATP à partir de l'énergie qu'ils auront captée par ces réactions d'oxydoréduction. Premier exemple, la fermentation. Alors nous, on avait vu une fermentation, c'était la fermentation lactique. Je ne vous avais pas montré le détail. En tout cas, ce que je retiens, c'est que moi, une molécule qui a un phosphate dans ses fermentations va transférer ce phosphate à l'ADP pour former de l'ATP. Donc on a ici une réaction de fermentation qui est une oxydoréduction et donc transfert de l'énergie de notre molécule initiale à l'ATP. Voici des exemples de fermentation. Vous connaissez la fermentation lactique, dans le yaourt aussi, on a cette fermentation lactique. Pour faire du vinaigre, on utilise la fermentation acétique. Pour faire de la bière, de la fermentation alcoolique. Et puis vous avez tout un autre tas de fermentation possibles. Deuxième possibilité pour les chimiotrophes, c'est de respirer. Alors pour respirer, on a trois étapes clés. 1. La glycolyse. 2. Le cycle de Krebs. 3. La chaîne respiratoire. En sortie de glycolyse et de cycle de Krebs, on a des électrons qui sont transférés à une molécule qu'on avait explicitée en S1, le NADH+. Ces NADH+ vont rentrer dans la chaîne respiratoire et le fait d'entrer dans cette chaîne respiratoire, ils vont fournir des électrons et des hydrogènes, et puis on a tout un processus qui va faire qu'au final, on va former de l'ATP. Pour que ces processus se fassent, il faut qu'à la fin, on ait un capteur d'électrons. Ce capteur d'électrons, celui qu'on a vu nous pour l'instant, c'est l'oxygène. Dans la respiration oxygénée, on voit que l'oxygène, au final, est le dernier receveur d'électrons, et on forme de l'eau. En fait, dans la nature, on n'a pas tout le temps de la respiration oxygénée. Nous, on a vu la respiration oxygénée qui est donc l'oxygène qui est le dernier capteur d'électrons et ça donne de l'eau. En fait, il y a des respirations qu'on appelle non oxygénées. Par exemple, vous avez des micro-organismes qui sont capables de capter le dernier électron avec des nitrates. Et donc, ça va donner des nitrites, voire du diazote. Souvenez-vous du cycle de l'azote. On a aussi, et tiens, ça on l'a déjà vu, du CO2 qui est utilisé pour capter le dernier électron et ça me donne du méthane. C'est la méthanogénèse dont on avait parlé précédemment. Vous avez ici un tableau qui reprend l'ensemble des respirations que l'on trouve dans le monde microbien. Alors on va regarder différentes chaînes respiratoires. Alors n'ayez pas peur, je ne vais pas vous demander de les retenir. Par contre, on va regarder la différence entre cette chaîne respiratoire et celle-ci. Vous constaterez que la fin de la chaîne respiratoire n'est pas la même dans les deux cas. Et en fait, les scientifiques utilisent cette particularité pour classer les bactéries en deux cadres. Des bactéries oxydase moins qui auront ce type de chaîne respiratoire et des bactéries oxydase plus qui auront ce type de chaîne respiratoire.
Je vous en parlerai plus tard. Vous verrez qu'il y a un test tout simple qui permet de révéler cette différence. Ici, même genre de chaîne, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'effectivement, vous avez des respirations nitrates possibles où à la fin, c'est bien un nitrate qui capte les électrons. Donc, on n'a pas que des respirations oxygénées. Alors, prenons un exemple et vous allez voir qu'un même organisme est capable d'avoir une multitude de métabolismes. Ici, une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Alors, Escherichia, c'est son nom de genre. Alors, on met toujours une majuscule au nom de genre. Et puis, coli, c'est son nom d'espèce. Alors, on met toujours une minuscule au nom d'espèce. Et il se trouve que cette espèce va avoir la capacité, imaginez-vous bien, de respirer avec de l'oxygène. Mais s'il n'y a pas d'oxygène, elle peut respirer avec des nitrates. Mais s'il n'y a pas de nitrates, elle peut respirer avec des fumarates. Et puis, s'il n'y a pas tout ça, elle est capable de faire de la fermentation. Donc autant vous dire qu'elle est capable de vivre dans un grand nombre de types de milieux. Donc ça lui donne un avantage considérable. Alors passons maintenant aux organismes photosynthétiques. Alors la photosynthèse, c'est la captation de l'énergie de la lumière pour former de l'ATP, et cet ATP sera utilisé dans le cycle de Calvin pour transformer des molécules de CO2, les attacher les unes aux autres pour former du glucose. Voilà un schéma de la photosynthèse simplifié. L'énergie se trouve dans la lumière. Ce sont des pigments chlorophylliens qui vont capter cette énergie. Et pour que ça se fasse, ce processus de photosynthèse, il faut un donneur d'électrons. Ce donneur d'électrons, donc on résume les molécules sous la forme de H2R. Elle correspond soit à de l'eau, par exemple pour les plantes et les micro-organismes, soit certains micro-organismes, ça ne sera pas H2O, mais ça sera H2S. Donc de l'énergie dans la lumière et des électrons qui viennent de ces types de molécules. Ces électrons vont permettre, et cette énergie va permettre de produire de l'ATP. Cette phase doit se faire absolument avec de la lumière, donc on lui donne un nom extrêmement explicite qui est la première phase de la photosynthèse. Et donc la deuxième phase de la photosynthèse ne nécessite pas de lumière, d'où son nom. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, l'organisme va capter soit dans l'eau, soit dans l'atmosphère du CO2, grâce à l'énergie qui se trouve au niveau de l'ATP, former des liaisons entre ces CO2 pour former du glucose. Donc, c'est ce qu'on a au niveau du cycle de Calvin. Alors, bilan. On se retrouve avec comme type d'organismes des hétérotrophes qui vont trouver leur énergie dans des nutriments relativement complexes, des autotrophes qui vont trouver leur énergie dans la lumière et qui vont réaliser, tout comme les hétérotrophes, des voies de catabolisme et d'anabolisme assez proches. Donc on se retrouve avec au final trois paramètres qui vont nous intéresser pour définir le profil trophique de notre organisme. Quelle est sa source de carbone? Donc est-ce un autotrophe ou est-ce un hétérotrophe? Quelle est sa source d'énergie? Donc est-ce un phototrophe ou est-ce un chimiotrophe? Quelle est sa source d'électrons? Donc est-ce un lithotrophe ou est-ce un organotrophe? Pour la respiration, on a aussi besoin de molécules organiques comme par exemple le glucose. Alors ici, vous avez un tableau dans lequel on va retrouver les types trophiques dont je vous ai parlé pour des sources d'énergie, sources d'électrons, sources de carbone. Et puis vous avez un petit vocabulaire en plus qui correspond à la nécessité ou non de facteurs de croissance. Donc les prototrophes ne nécessitent pas de facteurs de croissance et les exotrophes en nécessitent. Donc ensuite, on va croiser les noms que je viens de vous définir, les sources d'électrons avec les sources d'énergie. Par exemple, si vous avez un organisme qui a pour source d'énergie l'énergie lumineuse et pour source d'électrons des molécules minérales, on va parler de photolithotrophes. Ces photolithotrophes, vous avez un exemple avec les cyanobactéries. Et vous avez d'autres types, bien entendu, les chimiolithotrophes, les chimio-organotrophes, les photo-organotrophes. On a la possibilité de croiser le nom qu'on vient obtenir avec la source de carbone pour obtenir des noms comme photo, organo, hétérotrophes. Vous pouvez regarder ce tableau un peu plus en détail si vous le souhaitez. Bien, cette compréhension des types trophiques des organismes, ça permet de comprendre un certain nombre de concepts, et notamment le concept d'identification de germes dont je vous parlerai la prochaine fois, mais aussi des concepts de pollution.
Alors, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. À très bientôt.